Bonsoir, salut. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous et de vos proches en cette période de confinement un peu chelou, faut bien le dire. Je m'appelle Mélissa, je suis votre hôte et avec ce podcast, je souhaite vous faire découvrir le monde des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, plus communément appelés les STEM, à travers le parcours de femmes qui font la science d'aujourd'hui. Bienvenue dans la sauce curry. Épisode 6, Marine. Marine est postdoctorante en épigénétique. Avec elle et Aurore, la paléontologue que vous avez entendue dans l'épisode 2, et si vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à rattraper votre retard, vous devriez avoir un petit peu plus de temps en ce moment. On parle de l'importance de la transmission du savoir et de l'accompagnement pendant les études, particulièrement pendant la thèse, de nos a priori sur les États-Unis, non, ce n'est pas partout comme New York, et c'est tant mieux, et on aborde de manière très personnelle la question de la maternité. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir. Comment ? C'est très simple. En vous y abonnant sur votre appli de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict et autres, en mettant des étoiles, 5 de préférence, des likes et en laissant un commentaire sympa. Ça lui permet d'avoir plus de visibilité et de le faire évoluer. Vous pouvez aussi le suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où je partage l'actu du podcast. Mais le mieux, c'est encore d'en parler autour de vous, de partager le lien de cet épisode ou de votre épisode préféré. Le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast. Pour pouvoir continuer ce podcast, je cherche également d'autres profils, aussi divers et variés que possible. Donc si vous-même, vous êtes une STEM girl, que vous travaillez dans les sciences, technologies, ingénierie ou mathématiques, et que vous voulez partager votre parcours scientifique, vous pouvez me contacter directement à cette adresse, à la saucecurie@gmail.com. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci encore pour votre soutien et votre écoute, et je vous laisse maintenant avec Marine et Aurore et nos digressions scientifiques. Ça va un peu se passer comme ça, où voilà, Aurore, tu peux intervenir si tu veux. Il n'y a pas de... Ah bah, si t'as pas envie d'intervenir, tu n'interviens pas. Parce que sinon, on refait ton interview et c'est moi qui pose les questions. On peut faire ça aussi, si tu veux repasser sur Billard et se faire interviewer. Est-ce que quoi ? Qu'est-ce que tu portes ? Je porte du Prada aujourd'hui. C'est vachement scientifique, ça. Ce podcast, on n'aborde pas forcément que des trucs scientifiques. Non, mais je veux dire, j'ai pas au niveau du salaire, Prada. Oui, voilà, on n'est pas... Pas trop, mais... Bah, tu peux avoir une fringue, tu vois, tu te fais plaisir une fois, tu vois. Que t'as trouvé On dans sait une jamais. friperie. Par miracle. Derrière les fourrures et les... Exactement, après 5 heures de fouille intensive, remarque, en même temps, hein, c'est lié un petit peu à ton métier. Hein. Exactement. Je suis désolée, c'est de la recherche. Ah ouais, tiens, est-ce que t'aimes fouiller dans les friperies ? En tant que paléontologue, le fait de fouiller... La question merdique, tu sais. Tu l'as préparé dès comme ça. Et sinon, est-ce que t'adores alicoter tes shampoings dans des Falcon 50 quand tu pars en vacances ? Ah, j'avais pas pensé à ça là. Mais je t'avoue que j'ai déjà piqué des Falcon 50 bien sûr. pour mettre du shampoing. Attends, mettre mon mais shampoing s'il y a pour... c'est des tubes de 50 C'est des tubes de ml. 50 millilitres. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Et il n'y a Bah, rien de mieux pour alicoter tes shampoings. Enfin, on et appelle- tes gels douche On quand tu appelle pars. ça des Falcon 50 parce que Falcon c'est juste le nom de la marque. Ici, ils appellent pas ça un Falcon, ils appellent ça un conical tube. Ouais. Mais enfin, bref, voilà. C'est... Mais c'est une trop bonne idée, en fait. Ah mais moi j'en ai un de chaque au marqueur, c'est écrit Mais voilà. shampoing après shampoing. Moi, j'avais fait ça pour mon voyage en Grèce pendant 3 semaines. Bah, fallait un minimum de bagages, quoi. Voilà. Et quand tu pars avec plusieurs scientifiques, il n'y a que des Falcons sous la douche. Et tu dois retrouver celui avec tes initiales parce qu'il n'y a même pas ton nom. Hein. C'est MB, alicoté, le 5 avril. Ah ouais, tu dates quand même ton hélico de shampoing ? Non, quand même pas. Ouais. Non, je Ouais. suis pas là. D'accord. Bon, C'est ça faux. va. T'es pas trop atteinte encore. Non, mais je mets mes initiales parce que quand on partage la douche avec des scientifiques, c'est important parce que après tu sais plus quel après-shampoing c'est. Si tu savais que t'allais partager la douche effectivement avec d'autres scientifiques, Ça voilà. s'anticipe. Voilà, comment tu reconnais des biologies. Non, mais enfin, Je parle, j'y pense. ouais, non, c'est... Voilà. Eh ben sur ce, bonjour Marine, Bonjour Mélissa. comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup d'accepter cette petite interview. Cette Avec discussion, plaisir. plutôt. Et donc, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Marine. J'ai 30 ans et presque 31. Je vis actuellement à Raleigh en Caroline du Nord et je suis postdoc dans un laboratoire d'épigénétique. Ok. Et donc nous sommes aussi en compagnie de Aurore que vous aurez
entendu avant ou peut-être après, je ne sais pas dans quel ordre je vais publier ces interviews, mais donc qui vit également à Raleigh, parce que si j'ai publié l'interview d'Aurore avant, vous aurez dû entendre Raleigh également. Et donc c'est pour ça qu'on entend encore la ville de Raleigh. Attends, Research Triangle Park aussi. C'est the place to be. Première question, comment tu décriras ton métier ? Alors, mon métier, c'est de comprendre comment l'environnement peut impacter notre santé. Et plus particulièrement, comment l'environnement et les toxiques en général peuvent atteindre l'ADN, en modifier la structure, pour avoir une incidence fonctionnelle sur la capacité de ton organisme à produire des protéines et à fonctionner correctement. On sent que tu as travaillé cette présentation. Pas du tout, c'est totalement spontané. Et donc, tu es postdoc, hein, c'est ça ? Oui. Ok, et donc pour arriver postdoc, quel a été ton parcours depuis le bac ? Depuis le bac. Allez. Oula, ça fait fort longtemps tout ça. Moi, je voulais devenir médecin au début. Bon, d'abord, je suis passée par Veto, Miss France, etc. Mais après, je me suis dit, on va trouver un truc un peu sensé. Donc, je voulais être médecin humanitaire. Donc, j'ai fait 2 ans de première année de médecine où j'ai jamais pu réussir à être dans le classement pour poursuivre mes études de médecine. En revanche, mon université, c'était pas mal parce que j'avais eu des bonnes notes, même si je n'étais pas au top du classement, qui m'ont permis d'avoir une équivalence d'une licence première année de biologie. D'accord. Donc je me suis dit, on va profiter de ça pour avoir une année au moins de passer et de valider. Et je vais poursuivre en biologie. Et donc... j'ai fait ma 2e année de biologie en spécialité nutrition, qui s'est bien passée. 3e année parfait également, donc j'ai eu ma licence. Ma licence donc en métabolisme et nutrition. Et ensuite, j'ai voulu comprendre mieux comment ça se passait au niveau moléculaire, toutes ces régulations métaboliques. Et j'ai switché sur un master en génétique et physiologie, toujours dans la même université. Qui était à Clermont-Ferrand. Oui, ok. Pardon. Oui, il faut que je fasse de la pub. Non, c'était juste pour préciser. Université d'Auvergne. Non, je suis restée sur la même ville. J'avoue que c'est pas très original niveau parcours, mais bon, ça m'allait. Et puis. Voilà, c'est ça. Et c'est pour peut-être des personnes qui sont intéressées par ton parcours, qui veulent faire les mêmes masters, etc. C'est une très bonne université. La licence de nutrition est l'une des plus reconnues en France. Et le master de génétique et physiologie est assez standard, mais une très bonne formation en général. Ok. Et à l'issue de mon master, donc on a un stage de 6 mois en recherche dans un laboratoire. Et à l'issue de ce stage, j'ai pu décrocher une bourse pour ma thèse que j'ai effectuée dans le même laboratoire. La thématique, c'était l'impact des acides biliaires sur la physiologie testiculaire. Les testicules. Les testicules, exactement. Donc, j'ai pas compris le début, mais j'ai compris testicules. Les acides biliaires, c'est un truc produit par le foie, donc ce qui me rattachait à mon parcours un peu métabolisme et nutrition. Ok. Et puis oui, les testicules, voilà. j'ai dû faire avec. Ça m'a valu... Comment ? T'as travaillé sur des testicules de quoi, du coup ? Souris. Et un peu Ok. humain, mais bon, ceux-là, je les voyais pas en vrai, promis. Et voilà, donc après ma thèse, pareil, à la fin de ma thèse, j'ai pu arriver à une thématique qui était un peu plus centrée sur ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc ce que je disais, c'est la régulation de la structure de l'ADN pour faire en sorte que les gènes s'expriment ou non. Et en fait, je me suis rendu compte de mes limites dans le domaine. Alors j'ai dit, ok, postdoc, je vais apprendre ce que c'est vraiment l'épigénétique. Et me voilà dans un labo d'épigénétique en postdoc à Raleigh, Caroline du Nord. Donc en gros, tu as voulu faire un postdoc dans l'épigénétique pour apprendre. Voilà, j'avais quelques bases, mais j'avais jamais fait des expériences qui étaient vraiment en relation avec ce domaine. Et j'ai choisi quelqu'un qui était très fondamentaliste sur l'épigénétique, qui montait juste son labo à Raleigh. Donc j'ai monté le labo en tant que postdoc avec lui, et ça fait 3 ans que je travaille avec lui. Ok. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé vers la science ? Parce que tu disais que tu voulais faire médecine, donc tu avais quand même déjà
un attrait pour tout ce qui était sciences santé. Du plus loin que tu peux te souvenir, Oui, c'est vrai. qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? C'est une bonne question. Je crois que je me le suis jamais posée vraiment. Je crois que c'est la curiosité, comprendre comment fonctionnaient les choses. Alors, tu vas me dire, ouais, mais tu aurais pu faire ingénieur, voilà, ou ingénieur mécanique, ça reste de la science, hein, toujours est-il. Exactement. Alors, pourquoi la recherche spécifiquement? Bon, la Pourquoi la recherche, bio? c'était presque par défaut au début, parce que, ouais, exactement, c'est la médecine au début. Je sais pas, je crois que j'étais une ado un peu révoltée sur la souffrance des gens en général. Donc c'est pour ça que j'étais sur la voie médecine et médecine humanitaire. Et après, j'allais dire, c'est plus la bio qui est venue à moi, plus que la bio pure, la recherche en bio pure qui est venue à moi, plus que l'inverse. Et bon, elle a réussi à bien m'avoir parce que maintenant, je suis bien dedans. Ok. Et ouais, donc c'est côté curiosité de base. Ouais, je pense que c'est un trait de caractère qu'on se doit d'avoir en tant que chercheur, la Et tu penses que ténacité. tout chercheur est de base curieux? Ouais, ou sinon je sais pas comment les gens font. C'est pas faux. Parce que c'est ce qui nous tient. Je crois que c'est aussi ouais, une sorte de ténacité, être têtu en fait, de vouloir, quoi qu'il arrive, comprendre et fouiner. Et puis, le fait de jamais lâcher, c'est un truc qu'on apprend ou qu'on a dès le départ. Ouais. Du moins, il faut avoir un certain prérequis sur ça, je pense. Mhm. Et la curiosité, c'est clairement un prérequis et je crois que c'est un trait de caractère que tous les chercheurs ont. Et donc, tu disais la ténacité, les jusque-boutistes? Ou tu crois que tout chercheur est... Je sais pas, il y en a peut-être qui ont de la chance, pour qui ça marche du premier coup. Mais j'en connais pas, personnellement. Ouais. Donc je crois que... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui caractérise les chercheurs. Je crois qu'on est tous un peu têtus. Ouais. J'avais mentionné aussi la curiosité et être déterminé. Donc, ouais, voilà. C'est ça, la détermination, plus que le... Ouais, c'est peut-être moins péjoratif de dire déterminé. Ouais. Ambitieux d'une manière générale aussi, ouais. Ouais. Oui, si, ambitieux aussi, ouais, effectivement, ça peut marcher aussi. Ouais, il faut faire la différence, quoi. C'est un domaine qui est assez compétitif. Ouais. Enfin, du moins, tel que je l'ai aperçu en France. Je ne sais pas si j'ai assez de recul ici aux États-Unis pour m'en rendre compte. Partout, j'ai l'impression. Ouais. Donc, je pense qu'il faut savoir faire la diff, quoi. Ouais. Bah après, le côté, si on va dans cette différence France-États-Unis, pour ce qu'on connaît, là, en France, il y a le système quand même des concours. Qui fait que ça augmente encore plus la compétition, je trouve, parce que tu sais qu'il y a 3 postes pour 300 chercheurs, quelque chose comme ça, et alors que ici c'est plus des appels d'offres, et si tu corresponds au profil que telle université recherche, tu vas candidater, forcément tu vas te retrouver en concurrence avec d'autres personnes, mais va peut-être avoir moins de compétition, je pense. C'est juste qu'il faut vraiment que tu sois pile poil dans le sujet que l'université recherche. Je pense que c'est beaucoup plus ciblé de base ici. Voilà. Ils vont définir un poste sur un poste bien déterminé, alors qu'en France, tu peux postuler sur un poste de paléontologue, en tout cas dans mon cas. Et puis, ils vont choisir un paléontologue des invertébrés, donc c'est beaucoup plus spécialisé, tu vois. Donc en fait, tu as tous les paléontologues qui vont postuler et puis au final, tu n'as qu'une ou deux personnes à la base qui étaient qualifiées. Donc, mais alors ça marcherait pour les postes de maître de conf en France, je pense. Cet esprit de matcher avec quelque chose, une thématique générale. D'accord. Alors que pour un poste de chargé de recherche, j'ai l'impression qu'il faut quand même... En gros, c'est un chef d'équipe qui va designer un profil voulu et ce profil va être assez spécifique parce que généralement... le chef de recherche qui va recruter
va choisir un poulain en quelque sorte qui va plus ou moins sponsoriser pour le poste. Et après, c'est au poulain de défendre ça face à d'autres qui auront un CV comparable. Mais je pense que pour un chargé de recherche, ce serait plus similaire à ce qui se passe ici aux États-Unis. Et je pense que la concurrence est quasi la même. Parce que moi, j'ai été surprise de savoir, par exemple, que pour être recruté directeur de recherche ici, mon chef, par exemple, a concouru avec 300 autres CV. Et il a été le seul recruté. Donc, je pense qu'il y a un niveau de compétitivité qui est équivalent. C'est pas la même forme, c'est pas un concours national, mais ça reste un concours de recrutement universitaire qui est assez sélectif, quoi. Ouais. Ok. Ah, je pensais pas qu'on pouvait avoir ça m'a un appel cassé d'offres un petit comme peu. ça. Ouais, Ça m'a cassé les ambitions ici. Ouais. Donc ça reste compétitif et donc faut être déterminé. Ok, donc là on rentre dans la question quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer au cours de ce parcours. Donc c'est pas donc ça c'est les difficultés que t'as pas spécialement rencontrées toi. Donc quelles sont toi les difficultés que t'as pu rencontrer au cours de ce parcours? Je crois que bon, alors ça va vraiment être à mon échelle à moi, donc je sais pas si c'est particulièrement intéressant. Ok. Quand j'ai switché de filière, quand je suis passée de ma licence nutrition à mon master génétique et physiologie, là ça a été tendu pour moi parce que je connaissais pas du tout le domaine et du coup j'ai vraiment dû rattraper vraiment des notions basiques de génétique parce que ma licence n'était pas du tout axée là-dessus. Donc ça a été très tendu la première année de master. Et donc en fait, tu pouvais quand même postuler à ce master même en ayant eu une licence nutrition. Il y avait pas de prérequis. Une sélection sur dossier, lettre de recommandation et puis mes notes de licence. Okay. Mais les deux filières étaient en deux mèches, entre guillemets. Ouais. On était censé y arriver. Bon, la preuve est que voilà, j'y suis arrivée, mais ça m'a demandé du boulot plus que je pense les gens qui avaient déjà des prérequis en génétique. Donc c'était un challenge que je m'étais posé de toute façon. Donc je le savais. Ensuite, je pense que le gros... Et ça, c'est plus généraliste pour le coup, c'est moins égoïste. Quand on arrive au moment où il faut analyser des papiers en anglais et qu'en France, on ne sait pas parler anglais. Et je me souviens de mes premières analyses de papier où je copiais-collais l'ensemble de l'article sur Google Translate. Et nous avons en fait deux autres têtes qui acquiescent complètement. Complètement d'accord là. Et c'était très rigolo de mettre les papiers dans Google Trad. C'était très 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 marrant. On peut faire une sorte de concept. Je pense que certains papiers ont beaucoup plus de sens quand ils sont traduits sur Google Trad. Je retiens l'idée. Ouais, je retiens l'idée. C'est comme quand tu traduis des paroles. Tu sais, tu traduis des paroles anglaises, tu les traduis en français. On se rend compte de Britney Spears, Oops, I Did It Again et tout ça, c'était pas forcément chouette. Ouais, c'est un petit peu le même principe. Ouais. Alors ça, c'était vraiment compliqué, quoi. Et comment t'as fait alors? C'est à force de lire des articles en anglais je crois que ça vient comme ça. On nous a pas donné le choix, quoi. On nous a pas donné le choix, mais parce que l'enseignement en anglais en France, c'est vraiment pas terrible. Parce que bon, je pense qu'on peut reporter la faute un peu sur nos enseignants. Allez hop. Sur le système d'éducation. Voilà. Est-ce que c'est peut-être plus le système en lui-même qui est en cause? Mais après, de l'expérience que j'en ai, au final, les mots qu'on utilise en français, du moins dans la biologie, je sais pas pour toi la paléontologie, mais ils se ressemblent beaucoup quand même et ils sont quand même tirés des anglicismes. Donc au final, en fait, c'est surtout des verbes d'intention, des verbes d'action qu'on connaît pas spécialement et qu'à force de lire, effectivement, on comprend. Non, ça vient vite, on va pas... C'est clair que ça vient vite. Ouais. Mais bon, c'est flippant. Au premier abord, c'est... Moi, j'ai eu des difficultés, toute ma thèse, et j'ai dû soutenir... j'ai soutenu en français avec mon PowerPoint en anglais. Waouh. Mais après, la série de questions, c'était en anglais. Aïe. Parce que deux de mes reporters parlaient pas français.
Et ça a été galère, très très galère. C'est frustrant en plus quand on maîtrise pas la langue. Ouais. Et puis ça rajoute beaucoup de stress. Ouais, j'imagine déjà que c'en est. Voilà. Et puis tu peux pas t'exprimer pleinement. Mhm. Tu vois. Ah, c'est un frustrant. Et Et en encore fait- maintenant, hein, je crois. Ah ouais. Parle plus proche de ton micro. D'accord, Merci, d'accord. Marine. Et du coup, moi j'ai l'impression, je sais pas pour toi, mais moi j'ai eu l'impression vraiment faire un gros progrès en anglais quand je suis partie vivre à l'étranger. Ah oui, non mais c'est indéniable. Bah, ça, je pense que même quand on voyage, moi je sais que j'ai vu mes progrès en anglais quand j'ai simplement commencé à voyager, mais juste pour mes vacances. Mhm. Et puis d'autant plus que maintenant qu'on maîtrise, on maîtrise plus ou moins parce que je suis toujours limitée sur. Beaucoup d'erreurs, ouais. C'est-à-dire que je continue à utiliser Google Trad. Mais on se rend compte, Pareil c'est pour ça que déjà que là, on se rend compte qu'on est nul. Alors qu'est-ce que c'était avant quand on pensait déjà qu'on était nul? Mais après, est-ce que notre niveau d'exigence n'augmente pas avec le temps? Non, mais c'est clair. Enfin, Parce tout qu'on ce n'est qu'on pas sait, c'est un nul, dicton en qu'on fait. se dit Faut dans qu'on la arrête de se recherche, dire qu'on est c'est nul. plus on trouve, plus il y a de questions qui arrivent. Oui. On est d'accord. Donc plus on trouve, moins on sait. Donc ça, Donc, c'est ça valable s'applique pour partout. le langage. C'est ça. Donc oui, l'anglais a été un problème. Et puis après, gros challenge pour avoir la bourse d'études pour la thèse. C'était, voilà, fallait faire partie du top 3 d'une cohorte de 25. Donc c'était... Il y avait 3 bourses doctorales? Ouais, pour ma filière filière. particulière, ouais. Donc là, c'était... Enfin, c'est les bourses ministérielles. Après, il y a d'autres bourses qui sont accessibles. Mais en tout cas, c'est celle auquel j'ai concouru et que j'ai eu la chance d'avoir. Et ça, c'est clairement prédéterminé par le choix de l'équipe pendant mon master. Enfin, l'équipe pour laquelle je postulais. Parce que tu penses que cette équipe-là était dans une position plus favorable pour avoir une bourse d'école doctorale? Parce que ça s'est bien passé. Je crois qu'on est dans un domaine où c'est très arbitraire et injuste entre les personnes parce que ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel on tombe, du labo dans lequel on tombe. On n'est pas tous sur un même piédestal quand on parle de recherche parce que c'est vraiment... ça dépend vraiment voilà, de la dynamique de l'équipe et puis de l'interaction que tu as avec ton chef, ton PI ou ton chargé de recherche qui travaille avec toi. Soit il va être super investi dans ton apprentissage et dans ton projet et il va te porter. Parce que la thèse, ça reste quand même une étape d'apprentissage, il ne faut pas oublier. Et puis, il y a certains chargés de recherche qui, malheureusement, ne sont pas aussi investis que d'autres pour soutenir leur thésard, quoi. Et ce n'est pas dépendant du thésard. Il y a 50% de chance. Il y a 50% de réussites qui sont attribuables au thésard parce qu'il faut de l'investissement, il faut du temps, il faut aussi comprendre les choses. Mais il y a aussi 50% qui sont attribuables à l'équipe et à quel point l'équipe va s'investir dans son étudiant. Ah ouais, tu penses que c'est carrément 50-50 quoi. Ouais. Et je le maintiens parce que maintenant que je suis pas encore de l'autre côté du miroir, entre guillemets, je suis que postdoc pour l'instant. Parce que l'autre côté du miroir, pour toi, c'est devenir chercheur. Ouais. Ok. D'être un jour le chef d'un thésard. Ouais, j'espère vraiment pouvoir le faire. Et là, à l'échelle de moi, postdoc, à entre guillemets enseigner mes petits licences ou masters qui viennent dans mon labo, je vois vraiment l'importance que je peux avoir en tant qu'enseignante à ce moment-là. Et je m'y attelle vraiment au mieux que je peux parce que j'ai eu la chance, moi, d'avoir les conditions parfaites pour apprendre pendant ma thèse. Donc, je veux rendre ça d'une manière ou d'une autre. Donc, je considère vraiment que ma responsabilité est de 50% vis-à-vis de l'étudiant. D'accord. Et donc, comment tu as pu choisir cette équipe? Alors, mon équipe de thèse... Alors en fait, c'était sur le classement du Master 1. On avait, donc le premier choisissait l'équipe dans laquelle il voulait aller. On avait 10 labos ou peut-être un peu plus qui proposaient un projet. Ah, vous aviez une liste de projets déjà proposés et c'est pas vous qui faisiez les démarches de demande de stage en M2? Alors,
On faisait la démarche de demander à ceux qui nous plaisaient, mais les Il y a les une thématiques liste. étaient prédéterminées. Ouais. D'accord, ok. Ouais, c'était pas dans un labo complètement Ok. hors du Parce que j'ai process, jamais quoi. été à la fac, donc je sais pas comment ça Ouais, fonctionne. non, parce qu'en fait, le labo doit avoir l'envie, les moyens, le temps de consacrer 6 mois de recherche à un étudiant qui potentiellement peut poursuivre avec une thèse. Et tu sais si ça se passe comme ça dans toutes les universités de Non. France? Je sais pas. Ok. Ça se passe pas À Paris, comme ça. ça se passe différemment. Moi, après, je suis plus vieille que toi, donc non, mais il y a eu une réforme, je pense, peu de temps après que j'ai terminé mon master. Mais en gros, pour moi, il y avait aussi la sélection par rapport aux notes de master 1, mais tu pouvais quand même choisir ton sujet. Et j'avais fait mon DUG. Moi, j'ai fait un DUG, pas une licence. Et mon DUG, j'avais déjà fait un petit stage de recherche avec le labo, avec lequel j'ai fait mon master 2. Ah, d'accord. Et donc, je suis retournée les voir parce que ça m'avait plu. Et j'en ai discuté avec eux et ils m'ont dit OK, on peut te prendre, mais ça durait que un mois. Nous, Waouh. notre stage de master C'est 2, super c'était court. un stage d'1 mois. Pour savoir Ouais. si tu as envie de continuer en thèse Ouais, après. c'était... Ah ouais, ça, c'est pour c'est- ça, je pense qu'ils ont fait la réforme et c'était une bonne chose. Ouais. Mm. Non, c'est court, un mois. Et puis le pire, c'est pour ceux qui n'ont pas eu de bourse d'études et qui ont dû postuler à un poste déjà ouvert de thèse, où là, ils n'ont même pas la possibilité de tester, entre guillemets, le labo. C'est direct, tu t'engages pour 3 ans. Au moins 3 ans. Ouais. Et ça, c'est super tendu parce que, enfin, tester le labo dans lequel tu vas, c'est une chance énorme, quoi. Et ici, ils ont des systèmes de ce qui s'appelle les rotations. Ils testent dans l'université où je suis, dans le département où je suis, et c'est, je crois, la majorité des cas ici aux États-Unis. Ils ont le choix, avant de s'engager en thèse, de faire 5 semaines. Alors, c'est court, hein, c'est pas 6 mois comme j'ai eu la chance de faire en France. Mais 5 semaines juste pour découvrir l'environnement et les thématiques de recherche dans 3 à 5 labos différents de leur choix. Et ça, c'est super bien parce que s'engager directement dans 3 ans de recherche, dans une relation assez particulière parce que tu as investi vraiment comme... C'est ta vie pendant 3 ans. Voilà, quoi. c'est ta vie pendant 3 ans. Semaine, week-end, le travail ta thématique, ton projet te suit la nuit. Donc tu en rêves. Si ça se passe mal, c'est compliqué. Donc c'est bien de pouvoir avoir le choix au préalable, ouais. Bon, je pense que ça dépend des disciplines parce que ici, on n'a que 2 labos de paléontologie ici à Raleigh. Et du coup, quand tu veux faire paléontologie, tu as beaucoup moins de choix. Et je sais que nous, on a des étudiants de master, ils ont fait presque 1 an de recherche ici. Donc, ils faisaient en même temps enseignement, leur cours, ils prenaient leurs cours à l'université et puis le reste du temps, ils étaient là, ils ont leur bureau et ils font de la recherche ici. Mais c'est génial ici, je trouve qu'ils ont beaucoup plus d'opportunités pendant leurs études, de travailler vraiment en labo. Mais même dès la licence en fait, parce que moi on a donc les undergrades qui correspondent à peu près à la licence en fait en France, et c'est 4 ans, et en fait ils peuvent commencer à faire des stages dès la 2e année en fait. Ouais, 3 après-midi par semaine, c'est énorme. Voilà, et en labo de recherche, vraiment, donc après encore tout dépend du chef sur lequel tu tombes. Car moi, ils me disent quand même, il y en a beaucoup qui font la vaisselle. La vaisselle, le café, enfin voilà, comme un stagiaire qu'on peut se représenter dans le monde fictif. Mais je sais que là, nous, les undergrades qu'on a, ils sont 2. Ils sont donc en fin de 2e année, donc c'est des sophomores, et ils travaillent déjà en fait sur un sujet de recherche, quoi. Et vraiment, et je sais qu'ils m'ont dit qu'ils apprécient vraiment cette liberté-là, et ils ont choisi donc l'année prochaine de réattribuer encore des crédits de leur scolarité à leur temps passé dans le labo. Donc ils veulent continuer à faire du labo, et donc ils peuvent moduler comme ça en fait leurs crédits qui sont attribués au temps de recherche, etc. Et je trouve ça vraiment, vraiment sympa, quoi. Ouais, puis c'est génial aussi pour nous, et je disais l'investissement dans l'enseignement et la transmission de ce qu'on pense être la recherche telle qu'on la conçoit, et enfin avoir l'opportunité de transmettre ça. Moi, je trouve ça génial à notre niveau aussi. Donc c'est vraiment de l'échange qui est bénéfique pour vraiment les 2 côtés, étudiants et enseignants, quoi. Carrément.
Et donc pour revenir aussi à comment choisir son labo, parce que souvent effectivement, donc, du moins dans la bio, tu fais ton stage de Master 2 là où tu comptes faire ta thèse. Enfin, souvent, tu as quand même... ça permet au labo de voir en fait tes capacités, de voir s'ils peuvent te prendre en thèse. Et toi, ça permet aussi de voir si ce labo te correspond et si tu as envie de passer 3 ans de ta vie à chercher ça. Mais comme tu disais, là, il y en a qui n'avaient pas la bourse, il y en a qui n'avaient pas choix du sujet. Comment... Zut, j'ai oublié ma question. Comment tu fais pour... je sais pas, comment tu t'adaptes en fait derrière un sujet que t'as pas choisi et tout. Comment tu peux... bon, ça n'a pas été ton cas, donc c'était pas la mais meilleure placée, mais... j'ai des amis qui sont passés par là. Alors, encore une fois, c'est un processus d'embauche. Donc, il y a des sites. L'ABG, par exemple, c'est un très bon site pour trouver... l'association Bernard... Je dirais une bêtise. Bernard Grégoire, non. Oh, zut. On cherchera et je vous mettrai les liens. Ouais, voilà, je ferai un blanc, un bip et je mettrai le bon nom. Blanc, bip. Il s'agit donc de l'association Bernard Grégory et si ça vous intéresse, le lien est dans les notes de l'épisode. Oui, donc j'y suis pas allée souvent effectivement sur ce site, mais je sais qu'il est très bien fait. Et donc là, il y a toute une série d'annonces en fait, parce que effectivement, le système de concours laisse sur le carreau des étudiants, mais l'associe sur le carreau des équipes de recherche. Donc, entre guillemets, c'est ça les célibataires labo et célibataires thésards se retrouvent à du speed dating sur l'ABG, sur des sites de petites annonces en fait de thèse. Et donc, tu as quand même le choix, tu vois très bien le sujet, la thématique, et puis tu as un processus d'interview, d'embauche. Donc, tu pars pas totalement à l'aveugle, mais tu n'as pas une expérience au quotidien qui te permettra de dire si oui ou non ça va bien se passer pendant 3 ans. Donc c'est plus aléatoire, tu es plus sur un pari que ça se passera bien, mais tu n'étais pas garanti que ça se passe bien. Mais en même temps, une expérience de Master 2 pendant 6 mois ou 1 mois, ça peut être tout beau, tout rose pendant 6 mois parce que tu as les résultats, parce que ton chef veut absolument te faire passer le concours pour que tu puisses venir en thèse, parce que c'est le ministère qui va payer et pas lui de sa poche. Et après, ça peut être terrible pendant 3 ans. Donc, j'allais dire, dans tous les cas, c'est un risque que tu prends. C'est pas non plus définitif. Tu signes un contrat, mais tu peux aussi partir pendant ta thèse. C'est pas ça fera peut-être un peu tâche sur ton CV, mais si tu peux le justifier parce que la thématique de recherche t'emballait plus ou que la dynamique de l'équipe n'était pas appropriée à ce que toi, tu attendais de ton expérience de thèse. Je connais pas de gens qui l'aient fait, mais ça se conçoit. Ça... je sais pas après si quand même cette personne-là qui démissionne d'une thèse a de grandes chances d'en retrouver une derrière. Je sais pas, mais en tant que... Si un jour j'ai la chance d'être... Ce serait vraiment mais je pense mieux. Que tous chercheurs actuels là, qui sont à des postes de directeur de recherche et donc à des postes qui potentiellement peuvent employer des thésards, sont passés par le processus de thèse. Donc ils savent la difficulté que c'est d'être engagé dans un projet pendant au moins 3 ans. Donc je pense qu'on devrait tous... Enfin, les directeurs de recherche, je m'inclus dedans. Non, mais... tu es une future directrice de recherche. Les directeurs de recherche devraient tous avoir cette je sais pas, humilité ou du moins cette démarche d'ouvrir leurs portes à quiconque peut-être aurait pas eu de chance au préalable, quoi. Du moins, je pense que j'appliquerai cette règle si jamais j'ai la chance de devenir directeur de recherche. Dans mon entourage, je connais quelqu'un pour qui son premier projet de thèse, ça s'est pas du tout bien passé. Il y a eu des gros problèmes. Et en fait, elle a changé de directeur de thèse, d'université, de projet de thèse complètement. Et elle a réussi quand même à avoir une équivalence. Elle n'a pas recommencé une thèse à zéro. Elle a quand même gardé le bénéfice de ses 2 premières années. Et elle a fait une thèse en 4 ans. Donc c'était un peu plus long. Mais elle a pu complètement... en gros, elle a quand même fait une thèse en 2 ans, quoi. Ouais, bon, elle a fait une deuxième thèse en 2 ans, ouais. Ah, mais c'est génial, parce que du coup, elle n'a pas perdu de temps. Non, elle n'a pas perdu génial de temps comme exemple. Sur un sujet complètement différent. C'est pour ça, il faut garder espoir. Et bon, il y avait
y avait de bonnes raisons Ouais. pour changer de thèse, voilà. Des Aller bonnes- passer devant le conseil scientifique, etc. Ouais, mais je pense que c'est bien de le faire parce que moi j'ai des amis qui ont vécu des expériences moches aussi et il faut parler quoi parce que souvent c'est dans les labos qui ont de la renommée, ça marche vachement par les PI par les directeurs de recherche qui vont se connaître entre eux, qui vont envoyer les thésards d'une équipe à l'autre. Et au final, c'est du copinage sur pas les hautes sphères des labos, mais sur les directeurs de thèse qui s'entendent bien, qui souvent en congrès, en conférence, qui rigolent ensemble. Mais en fait, le quotidien directeur de thèse directeur de thèse thésard, ils le voient pas et ça se trouve ces gens-là soit arrivent pas à manager une équipe correctement, soit ont vraiment un caractère de cochon qui est invivable au quotidien, soit le projet en lui-même est pas top. Mais là, dans ce cas-là, le projet en lui-même, le thésard est capable de voir Ouais. si ça l'intéresse ou pas. Ouais, normalement, Donc ça, voilà. c'est une Ça, part responsabilité du thésard de se dire bon ben là il faut changer. Mais des fois les directeurs de thèse disent ben non c'est là où je veux bosser. Soit tu me donnes ce graphe là, soit t'es nul quoi. Ça arrive. Mais ça arrive aussi souvent que le projet de thèse évolue énormément Ouais. pendant les 3 ans. Mhm. Et qu'au final, tu fasses quelque chose d'assez différent. Moi, c'est souvent le cas même, j'ai l'impression. Oui, c'est Ça, souvent le cas. Ouais. Ouais. Mais c'est censé toujours te plaire. Après, les situations difficiles, c'était plutôt sur le côté relationnel que vraiment scientifique. Enfin, les situations que j'ai pu entendre. Et si souvent c'est ça. relationnel, ce qu'il y a, c'est que pour faire remonter justement à la hiérarchie, c'est très compliqué en tant que thésard parce que on n'a pas... je pense qu'on n'a pas assez de poids pour faire remonter ce type d'informations. Il y a pas, parce que je sais qu'il y a les comités de thèse Ouais. qui existent Mhm. et qui sont faits normalement avec des entretiens C'est ça. individuels, donc sans le Ouais. directeur de Mhm. thèse, pour que l'étudiant C'est puisse ça. s'exprimer librement. Ouais. Est-ce que maintenant, il est assez exploité parce qu'au final, l'exemple de ta pote là qui a changé de sujet de thèse, de direction parce qu'il y avait des problèmes, elle a dû quand même passer par comité scientifique et elle avait dû avoir de très très bonnes raisons pour pouvoir faire ça, ce qui fait qu'au final, changer de thématique de thèse, quand dans la situation où on n'a pas eu les 6 mois de Master 2 pour pouvoir voir si on était bien dans le labo, si le labo nous correspondait et inversement, est-ce que ce serait pas plus simple d'avoir un système que dans la première année, il y ait des facilités pour justement, ou un suivi un peu plus proche pour pouvoir changer d'avis. Je crois que ça dépend des... Ça existe, tu as raison, les comités de thèse. Je sais que dans mon école doctorale, il y en avait 2. Un après 6 mois et un 6 mois avant la soutenance, je crois. Donc c'est vrai que c'est des garde-fous qui étaient très utiles pour cette raison-là. Parce que tu vois, quand tu es embauché dans une entreprise, il me semble que tu as quoi? Tu as 2 mois, 3 mois de période d'essai dans lequel les 2 camps peuvent dire rompre le contrat, ciao. Ouais. Mais c'est vrai que dans une thèse, on n'a pas spécialement ça, alors que c'est un emploi que tu sais que tu vas avoir pendant 3 ans. Mais par contre, le comité de thèse, moi j'avais un comité de thèse aussi et on n'a jamais parlé de l'aspect personnel. Hein. Ah ouais, il n'y avait pas l'aspect scientifique et puis mon directeur de thèse était toujours présent. Ouais. Donc ça dépend aussi. Ça c'est pas normal, ça dépend vraiment des écoles doctorales en fait. Ou est-ce que aussi est-ce qu'il n'y a pas eu des réformes, comme tu disais, je sais pas en quelle année tu as passé ta thèse, mais est-ce qu'il n'y a pas eu... Peut-être qu'il y a eu des réformes. 2010 tu dis. Mais ce qu'il y a, c'est que je crois qu'il n'y a pas de... Je crois pas qu'il y ait des réformes au niveau national. Enfin, je crois pas qu'il y ait des obligations au niveau national. Je crois que ça dépend vraiment des écoles doctorales. Ce qui est ennuyant, en fait, parce qu'il faudrait homogénéiser tout ça et avoir des démarches comme ça régulières pour toutes les écoles doctorales. Il y a des écoles doctorales, par exemple, qui imposent d'avoir un papier premier auteur pour passer une thèse. D'autres, non. Et du coup, c'est complètement... Enfin, moi, ça m'avait surprise et c'est complètement dépendant de ton école doctorale. Et ça ne devrait pas. Il faudrait... Je pensais que c'était le standard en France. Non. Un papier en premier auteur. Ouais, non. Moi, j'ai entendu la règle au moins soumis. Pas forcément accepté, ouais, il y a mais ça au moins aussi. soumis. Il y a cette nuance-là. Côté un peu plus joyeux, enfin je sais pas. Si on peut dire ça. Si on peut dire ça. Parlons des points positifs, il y en a plein. Est-ce que tu as eu des modèles
tout au long de ton parcours qui t'ont justement poussé à continuer dans cette voie? Euh, Elle me fait une tête bizarre. Alors des modèles, genre des gens super connus, des superstars. Non, pas spécialement. Et pas spécialement aussi scientifiques, juste des gens qui t'ont inspiré qui ont contribué au fait que tu es poursuivi dans cette voie. Wow, on est au maximum là de l'interview, on est d'accord. C'est vos questions. Je réfléchis. Alors, si je commence par le cercle familial, j'ai personne qui fait de la recherche et pas de scientifique. Donc, je sais pas d'où ça m'est venu. Peut-être vouloir marquer une différence ou j'en sais rien. Je serais Ça pas c'est comme vous. ouais, c'est le côté têtu, tu sais, on en parlait au début, je sais pas. Après, un modèle, je pense que c'est mes professeurs en fait. Parce que, encore une fois, la recherche est venue à moi plus que moi je suis allée à elle. Et du coup, pour que ça m'attrape, il a bien fallu qu'à un moment ou un autre, il y a un prof qui m'est particulièrement inspiré. J'ai eu plusieurs profs qui m'ont particulièrement inspirée. En fait, je crois que j'ai un truc avec l'enseignement et encore une fois la transmission des connaissances. C'est important pour toi, quoi. Ouais, je crois. Hein, ça revient c'est un peu beaucoup. Bah, ça revient pas mal dans ton interview. Est-ce que je là, dois ouais. m'allonger sur le canapé? Non, mais je pense que j'ai un truc avec ça et donc je pense que ce serait des professeurs. Ouais. Puis je suis du genre à pas lâcher le truc, donc. C'est-à-dire que dès l'instant où j'ai commencé, quoi qu'il arrivait, j'étais dans le domaine et il fallait que fallait que ça me plaise aussi, hein, et ça me plaît toujours. Mais voilà, j'ai cette ténacité qui a fait que par moi-même, je crois, enfin je dirais pas que je suis ma superstar, mais par moi-même, je crois que j'ai le tempérament de vouloir continuer sans même avoir tu vois, d'inspiration particulière, juste parce que je suis têtue et que... Déterminée, ouais. Okay. Mais les professeurs m'ont beaucoup aidée. Ouais. Après, j'ai pas de modèle. Je vais pas te sortir Marie Curie parce que je la connais pas assez bien. Personnellement, je crois que personne d'entre nous la connaît vraiment. Ouais. Non, on a rarement bu des bières ensemble, alors je saurais pas. Ouais. Question par rapport aux États-Unis. Comment t'es venue à choisir à venir ici? Est-ce que c'est par rapport au pays ou c'est par rapport juste à la thématique? Je voulais un pays anglophone. Parce qu'encore une fois, il fallait que je puisse me débrouiller un peu plus que Google Trad en anglais. D'accord, donc ça c'était vraiment une volonté de ta part de partir à l'étranger. Ouais. Enfin, fallait un pays anglophone, quoi qu'il arrive. J'avais des opportunités en Suisse francophone, en Allemagne. Bon, déjà, allemand, j'avais pas du tout les bases. Mais il fallait que je vive au quotidien à entendre l'anglais. Donc ça me laissait encore du choix, hein, mais il se trouve que oui, il faut pas se le cacher parce que les États-Unis c'est grand et parce que la recherche marche bien, qu'il y a les financements. Bon, il y a les problèmes, il y a aussi des soucis de financement, c'est moins joli qu'il y a plusieurs années, mais toujours est-il que il y a moins de soucis qu'en France, donc plus de financement, plus de financement ici. Donc tout ça m'a poussée à... Oui, puis en fait j'ai eu la chance aussi de savoir que mon PI actuel montait son équipe de recherche à Raleigh. Bon, Raleigh, je ne savais pas où c'était. Hein. J'ai dû googler Raleigh et c'est North Carolina. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est ton directeur de thèse en France qui s'est installé... Ah non, c'est mon PI actuel. Ah, le fait que j'ai rencontré dans une conférence pendant ma thèse. Okay. Et il m'a dit, je monte mon labo l'année prochaine à Raleigh et je vais recruter. Et donc du coup, quand j'ai passé ma thèse, je lui ai envoyé un petit message. Il m'a dit, ah bah ça tombe bien, je suis en processus, ça s'arrête dans 2 jours, le recrutement. Donc du coup, je lui avais envoyé un truc comme il faut, une cover letter et tout par mail. Et il m'a dit non, ça se passe pas comme ça. Il faut que tu ailles sur le site de l'université, que tu uploades tous tes renseignements, etc. En 2 jours. En 2 jours. Et je suis en train d'écrire ma thèse. Voilà. Donc ce que j'ai fait, et puis après, il m'a invité pour une interview ici, découverte de la ville. Gros moment de doute. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Moi, je voulais New York ou Boston ou un truc de rêve. Avant, donc je pense que ça m'a sauvée. Ouais, peut-être, ça t'a sauvée. J'ai pas visité non plus. Ouais,
En gros, je sais pas pourquoi ils font ça, pourquoi ils font un processus d'interview, parce qu'ils doivent perdre tellement de bons candidats. Non, venez à Riley, c'est bien. Non, La Caroline non. du Nord, c'est bien. Il faut connaître. Une fois c'est- qu'on a connu, c'est super cool. Mais de premier, en tant qu'Européen, que Français, Tu t'attends à New York. le choc. Ouais, non, oui, c'est New York, c'est San Francisco, c'est Mais non. Silicon Valley, tout ça, tout ça. Toutes les villes aux États-Unis ne ressemblent pas à ça. Non, 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 c'est à s'y méprendre. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai atterri. Oui. Que j'ai atterri, c'est mieux. Hein. Ouais, j'ai pas une thèse en littérature, hein. Ça s'entend. À Raleigh. Ouais. Et donc, tu as quand même réussi à passer outre la visite de la ville Ouais. pour te décider de venir ici quand Ouais, même. ouais, ouais. En fait, il avait l'air d'être content de l'interview et j'avoue que je sais pas si c'est par fainéantise, entre guillemets. Enfin, il y avait vraiment tous mes critères scientifiques étaient réunis. Et je me suis dit que dans tous les cas, voilà, il y avait plusieurs... le tarif de la ville m'a convaincue, en fait, parce que vivre à New York, C'est pas pareil. c'est pas pareil au niveau des sous. Et puis, j'ai un mari que j'ai eu la chance... qui est venu avec moi en fait. Donc j'étais pas la seule à prendre la décision et lui il fallait qu'il trouve du boulot aussi en même temps sur la ville et puis il se trouve que il est dans la construction et comme Raleigh ça se construit à une vitesse grand V, c'était une double opportunité. Donc il fallait faire un peu de compromis. Alors Zour allait et puis on s'est dit qu'on s'y ferait et puis on s'y est fait. Parce que Il y a des gens bien. T'avais quelle autre opportunité sinon? J'avais ciblé plusieurs autres équipes. Alors, je ne sais pas si je les aurais... J'y aurais eu accès. D'accord. Parce que je ne suis pas passée sous les... Enfin, je n'ai pas été interviewée dans ces équipes. Mais oui, j'ai envoyé plusieurs candidatures. J'ai envoyé 2 candidatures avant d'être acceptée ici à Raleigh. Aux États-Unis aussi? Ouais. Une sur San Francisco, à Stanford. Grosse université, un peu prétentieux. Hein. Faut tenter. Mais bon, hein. on s'est dit, on sait jamais, tenter. sur un malentendu. Et donc là, il n'y avait pas de postdoc qui était accessible au moment où j'ai postulé. Donc du coup, je dirais pas par défaut, mais du coup, mon deuxième choix a été validé. Alors, Zoutagazou. On arrive à la fin de l'interview. Dernière question. Quel conseil tu donnerais à une petite fille ou à une adolescente qui veut se lancer dans la science? Sachant qu'on a dit toutes les difficultés Elle qu'elle doit peut être avoir. fille, forcément. Elle doit être fille. Tu la veux fille ou tu la veux ou- garçon? Ou un petit garçon? Ouais, non, fille quand Non, même, parce fille, que fille. il y a quand même la... Ah oui, j'ai oublié de te demander ça tout à l'heure, Aurore aussi. Il y a la phrase comme quoi il y a peu de femmes dans la science. Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi je suis allée à la cérémonie de graduation, donc comment on pourrait dire, de diplôme de mes étudiants la semaine dernière et je pense que la proportion de garçons était de 10% dans la cohorte de biologie spécifiquement. donc c'est en biologie. la promo de bio. Euh, Bio général ou bio, c'était plus... c'était quoi la spécialité? Je crois que c'était génétique. Ok. Je dirais des bêtises, mais c'était c'était une cérémonie pour les bios, et je crois que de manière générale, dans toutes les disciplines, il y avait 10% de garçons. Ok, donc c'est niveau graduation, c'est niveau... C'est licence 3. Ok. Ouais, licence, diplôme. Donc à partir de ce moment-là, puis j'ai repensé, moi, du coup, à la proportion de garçons qu'il y avait dans mes classes, et si on prend plus haut niveau, disons thèse, encore une fois, le ratio de garçons était minoritaire. Ok. Donc, je dirais que c'est un fake. Après, si on prend au niveau des directeurs d'équipe, là, on est sur plus un 60-40 de garçons. Ça veut dire que là, entre la thèse et l'accès à des postes, comment on pourrait dire, des postes... de décision, ouais, des plus hauts postes, quoi. Enfin, oui, voilà. Je sais, de titulaire. Poste Voilà, titulaire. le mot je l'ai. Il y a un truc qui se passe, quoi. On est d'accord. Et je réfléchis à pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, et j'arrive pas à trouver une réponse. Ah, une main se lève. Non, moi je pense que, enfin en tout cas,
je parle de mon expérience, domaine, voilà, de ouais. mon domaine. En paléontologie, j'ai l'impression que les générations précédentes, c'était beaucoup plus d'hommes, Ah. mais que c'est en train de se Et que démocratiser. c'est Et pour ça que... qu'on est au moment où... Ouais, j'ai ok. l'impression que ça change. Que la science était beaucoup plus accessible aux hommes parce que les femmes devaient rester à la maison, blablabla. Et que maintenant, les femmes ont beaucoup plus accès à l'université et aux études qu'auparavant. J'ai l'impression qu'il y a un changement en fait qui s'opère. Et c'est vrai que tous les anciens, tous les grands professeurs dans mes Oui. labos étaient des hommes. Et que maintenant, les thésards, les masters ou même les postdocs, c'est beaucoup plus équilibré. Moi, la seule explication que j'ai en tête, c'est... Enfin, ici aux États-Unis, c'est très marqué parce que après la grossesse, il y a des femmes qui n'ont pas le choix que de rester à la maison parce que les coûts de garderie, etc., c'est quasi un salaire, donc il est plus bénéfique pour la femme de rester à la maison. Et ça, c'est souvent la femme qui s'y colle. Donc c'est beaucoup plus marqué ici aux États-Unis. Mais du coup, je me demande si finalement, c'est pas le même truc qui se passe en France, quoi. Parce que si on y réfléchit, enfin moi je sais pas, avoir un bébé pendant la thèse, c'était inconcevable. J'arrivais pas à prendre soin de moi, donc je ne vois pas comment j'aurais pu prendre soin d'un bébé. Et je pense toujours que la grossesse, eh ben, ça veut dire que t'as au moins, t'as au moins 6 mois où tu vas pas être consacré à ta recherche. Et je crois que 6 mois, c'est énorme. À ce stade-là, à nos âges, où c'est un postdoc, ou même un début de carrière là, où justement il faut avoir un CV aux petits oignons, avec un rendement de recherche de dingue, et ben à ce stade-là, si t'es 6 mois en arrière par rapport à un autre dossier, et ben tu l'as dans le baba, quoi. Et ça arrive qu'aux filles, quoi, parce que le congé maternité, il est attribuable qu'aux filles. Alors je sais pas, c'est moi, mon explication, mais parce que peut-être que je crains aussi que... Enfin, du moins, je recule mes ambitions de créer une famille pour ma carrière, et c'est moche. Et ça, un garçon n'aurait pas le problème de... n'aurait pas ce C'est vrai qu'il se pose pas la question. Ou alors à moindre mesure. Enfin, à mesure inférieure à la femme, on va dire que c'est vrai qu'il y a le côté grossesse et ce 6 mois au minimum d'arrêt qui peut, voire plus, qui peut intervenir effectivement dans la prise de décision et dans le choix de carrière. Maintenant, et que un garçon en fait ne se pose pas parce qu'il n'a pas à s'arrêter autant de temps. Enfin, et même s'il veut s'arrêter, on va dire que ça va être une décision personnelle de lui, une volonté. C'est ça, c'est un choix. Un choix. Alors que quand tu as un bide qui dépasse... qui ne touche plus la paillasse avec tes mains, c'est embêtant. Voilà, c'est un petit souci. Enfin, c'est pas de ta volonté, on va dire. Mais justement, parce que j'ai donc précédemment déjà interviewé des chercheuses qui sont mamans et tout ça, et qui ont réussi à rendre compatible en fait famille et carrière. Maintenant, est-ce que justement les mentalités changent pas en ce moment justement pour éviter ce choix et est-ce qu'on en est alors, loin? Est-ce que ça veut dire que sur nos CV on doit marquer j'ai fait 2 papiers au lieu de 5 de ma concurrente? Mais aussi, c'est parce que j'ai fait un bébé. Est-ce qu'il faut une section bébé sur le CV? Du coup, je pense pas que ce soit justifiable. Non, pas justifiable dans ce sens-là, mais parce que tu penses que de ce que tu dis, tu penses qu'une femme qui n'a pas d'enfant et qui choisit de ne pas avoir d'enfant est plus avantagée qu'une femme qui en a? J'en sais rien. Je me dis que... Parle dans ton micro. Ouais. Je sais pas. Par rapport, tu me parlais du ratio homme-femme. Si on se base là-dessus, pour moi, c'est entre l'homme et la femme la seule différence valable et naturelle et qui ne soit pas liée à une pression sociale parce que je sais pas si elle existe encore, cette pression sociale que la femme est inférieure en sciences, etc., parce qu'elle n'a pas les capacités intellectuelles de poursuivre une carrière scientifique. Ça, je crois que c'est quand même assez vintage, comme... Enfin, du moins, j'espère que... Pour notre génération, oui. Pour notre génération, je crois que c'est pas le cas. Hein. Sauf que notre génération... Donc, je pense quelque chose de plus terre-à-terre, entre guillemets, et de plus sensé. Et pour moi, la différence homme-femme,
c'est de porter un bébé ou pas, et donc d'être indisponible au travail pendant un certain temps, alors que les hommes ne le seraient pas. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Oui. Sur la maternité, je pense que ça dépend des pays aussi. Ouais. Par exemple, en Allemagne, quand j'ai postulé pour la bourse Humboldt, c'est une bourse quand même assez prestigieuse et très compétitive, il y a une section, en fait, dans les formulaires à remplir sur la maternité. Ouais. Mais l'Allemagne, Et en fait, ils sont vachement Ils le avancés prennent en là-dessus. compte. Ouais. Si tu t'es arrêté pendant un Ouais. certain temps pour une maternité, ils le prendront en compte et tu ne seras pas discriminé là-dessus. C'est super en fait. chouette. Ouais. Ouais. Et beaucoup de thésardes Font un bébé. font des bébés Ouais, pendant bien sûr. leur thèse, parce que si tu fais un bébé pendant ta thèse, tu as le droit à 1 an de plus de financement. Mais c'est ce qui se passe aux États-Unis aussi. Voilà. Hein. Et je ne crois pas qu'en France, ce soit ça. En France, c'est pas vraiment possible, non. Ouais. Alors pour la France, il semble que ça se passe comme un congé maternité normal, c'est-à-dire 16 semaines d'indemnité et possibilité de reporter le financement aussi longtemps. Mais il semble qu'il y a des nuances en fonction des écoles doctorales. Vous trouverez quelques liens dans les notes de ce podcast pour plus d'informations. C'est plutôt en postdoc, si tu peux C'est ça. te le permettre. Ouais. Mais je pense que ma PI ici a fait son premier bébé en thèse. Ok. Et donc, au final, j'ai pas retenu quel conseil tu donnes Ah oui, à c'est une vrai. petite fille ou un petit, Donc ce serait la une petite fille, ou un on est ado, d'accord. pour qui veut se lancer dans la science. Un conseil. Un ou plusieurs. Hein. Ouais, plusieurs, on va faire ça. Hein. Ce serait de jamais se sentir force, de toujours faire ce qu'on aime en fait, de vraiment jamais faire de compromis sur ses recherches et sur l'environnement de sa recherche. Parce que je pense que c'est un métier qui est super parce qu'il nous laisse une liberté. Il est censé être libre, le plus libre des métiers, la recherche. Donc jamais faire de la recherche sous une contrainte. Et je crois que c'est super important en fait, parce que sinon on n'y arrive pas, parce que la contrainte, ça veut dire que ça rogne l'envie, ça rogne la passion, ça rogne l'inspiration, parce que je crois que la science aussi, c'est de l'art en quelque sorte. Donc il faut être absolument libre. Et dès l'instant où on a la liberté, tout devrait bien se passer. Non, je suis d'accord. Je pense qu'en théorie, c'est un super conseil, mais après, je pense que malheureusement, les contraintes sont un peu partout en recherche. Ouais. On est contraint par financement. les financements, Les modes des thématiques de recherche. les thématiques de recherche. Tu es obligé d'être très productif. Ouais. Donc, et c'est pas comme ça que j'envisage la recherche Alors, dans un j'ai parlé idéal. idéaliste. Tu vois, hein, voilà. je... C'est ça. Parce que d'un point de vue, voilà. Dans un Ouais. idéal, la recherche, c'est comme ça, mais malheureusement, c'est Mais pas j'ai- la réalité de la science d'aujourd'hui. Par rapport à ce qu'on vient de dire, effectivement, j'ai l'impression Oui, que c'est vrai que c'est assez contradictoire. Mais en même je temps, je crois pense qu'il qu'il faut faut garder des ça, générations, au fond, en ouais. fait. Il faut des générations qui vont se lancer dans la recherche, qui vont peut-être changer les choses. Moi, ça me scandalise. Le système, par exemple, d'évaluation de la recherche aujourd'hui, c'est terrible, quoi. Et justement, alors, encore une fois, peut-être que je suis idéaliste et complètement naïve, mais j'espère que ça va évoluer dans le bon sens et qu'au bout d'un moment, les générations qui vont venir vont dire stop, on est la seule discipline où on est évalué par nos pairs tels qu'on l'est en ce moment, et où on évalue de manière quantitative la recherche, quoi. L'impact factor. Voilà. C'est la seule discipline qui fonctionne comme ça. Pour en savoir plus, 2 très bonnes vidéos ont été faites par Dirty Biology et l'envers de la blouse sur ce sujet. Je vous mets les liens dans les notes du podcast. Et je trouve que c'est complètement aux antipodes de ce que ça devrait être, quoi. Et j'ai dans l'espoir que les générations qui viennent vont un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière. Donc c'est pour ça que si c'est un ado, j'espère que il arrivera au moment où la situation pourrait changer, quoi. Une espèce de petit mai 69, mais Version recherche. Ouais. ce serait bien. 68, pardon, 69. Je sais
68. 68, c'est mieux, hein. Mais 68, ouais. Oui, pourquoi j'ai ce Bonne numéro année en aussi. tête voyons, je ne comprends pas. Je ne sais pas. On va conclure sur ça. Eh ben voyons. On va dire que je suis fatiguée. Oui, je fais une tasse sur le testicule, tout va bien. Merci Marine. Merci Mélissa. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Marine pour sa confiance. Si c'est le premier épisode que vous écoutez, il y en a 5 autres déjà de sortie, donc n'hésitez pas à aller découvrir les autres femmes qui sont aussi passionnantes que passionnées en attendant la suivante mardi prochain. N'hésitez pas également à vous abonner sur votre appli de podcast, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Vous cherchez à la sauce curry et vous devriez le trouver. Et sinon, il y a tous les liens dans les notes attachées à cet épisode. Encore merci pour votre écoute et n'oubliez pas, la science est partout, surtout en vous. Salut!